Bonjour à tous, nous voilà de retour pour ces nouvelles rencontres des acteurs publics, de retour ici à la Cour des comptes, merci de nous suivre, de retour également en direct sur Acteurs Publics TV. Merci à la Cour de nous accueillir pour cette journée d'échange autour de la transformation numérique des administrations publiques. Nous allons parler des méthodes agiles, comment construire les services publics selon des méthodes nouvelles d'organisation et de décision, des méthodes plus transverses, plus collaboratives, plus innovantes. Comment mesurer l'efficacité de ces méthodes? Comment aussi dépasser les freins, les résistances qui perdurent dans les administrations publiques? C'est l'objet de notre échange pour lequel j'ai le plaisir de vous donner la parole. Roch-Olivier Mestre, bonjour, rapporteur général du Comité du rapport public et des programmes. À vos côtés, Jean-François Degnaud, bonjour. Vous êtes directeur du Lab Santé d'Île-de-France, ancien président de l'Université Paris-Descartes. Thomas Cazenave, bonjour. Délégué, donc vous avez tous des micros, délégué interministériel à la transformation publique, Thomas Cotinet, bonjour, co-dirigeant du Liberté Living Lab. Merci beaucoup à tous les quatre d'être là. Je me tourne vers vous, Roch-Olivier Mestre. La Cour des comptes a travaillé sur ces méthodes nouvelles, ces méthodes agiles, et vous avez, dans le rapport annuel publié en début d'année, vous avez quelques éléments positifs. Ça fonctionne en substance, ce que vous relevez. Oui, tout à fait. Alors, si je dois mettre un peu en toile de fond les travaux de la Cour sur ces sujets, alors je dirais que la Cour n'échappe pas à son temps et au mouvement du monde, puisqu'elle est saisie, elle aussi, par la révolution numérique. Ça se retrouve dans ses travaux de ces dernières années. On a fait un premier rapport pour le compte de l'Assemblée nationale en 2016 sur les relations entre les usagers et la modernisation de l'État, où on soulignait dans notre message principal qu'il fallait faire du numérique le mode d'accès de droit commun aux démarches administratives. On est revenu l'année dernière au moment de l'audit des finances publiques qui a suivi les élections. On a consacré un chapitre particulier à ces questions qui était intitulé, ce qui donne bien le sens du message, « Accélérer le développement de l'administration numérique ». Et puis on est revenu au rapport public annuel de cette année avec une insertion particulière qui était consacrée à l'amplification de la modernisation numérique de l'État. Et si je devais résumer le message de la Cour, c'est un peu la devise des Jeux Olympiques, hein, plus vite, plus haut, plus fort. La Cour a un message qui est plutôt positif, de façon générale, dans son contrôle de la DINSIC, que connaît bien Thomas. On a eu un regard positif en se disant, voilà un État qui se met en ordre de marche pour essayer d'affronter ces mouvements du monde. Dans ce contrôle, on s'est intéressé effectivement aux méthodes agiles, ces équipes légères, pluridisciplinaires, qui déploient plus rapidement et à moindre coût des projets. On a trouvé ces exemples intéressants et effectivement, on encourage l'État à développer ce dispositif en soulignant que pour y parvenir, il y a bien évidemment des enjeux, notamment des enjeux de ressources humaines et de formation qui sont très importants. Mais on voit des exemples d'appropriation. Moi, je vois dans la sphère culturelle que je suis depuis très longtemps, on a un exemple intéressant sur le déploiement du Pass Culture, où spontanément, le ministère est rentré dans une logique de start-up d'État en liaison avec la DINSIC. Donc on voit que les choses commencent à bouger. Vous mettez aussi en exergue certains freins, on va l'évoquer. Thomas Cazenave, quand la Cour des comptes, quand M. Mestre dit il faut accélérer, comment vous appuyez sur ces enjeux pour porter le programme Action publique 2022 ? Difficile de ne pas partager cette incitation à l'accélération. Moi, je crois qu'il y a plusieurs, au-delà des termes. En fait, le mode agile, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut qu'on soit plus orienté vers nos usagers, avoir l'obsession de la satisfaction aussi des usagers du service public. Et je pense que la généralisation des enquêtes de satisfaction, la généralisation et la publication des résultats de tous les services publics, c'est quand même la première étape. Deuxième étape, il faut redonner la capacité d'entreprendre aux agents publics et aux managers publics. On le voit, il y a des initiatives qui existent, on ne part pas de rien, je pense que Roch-Olivier le rappelait. Moi, je vois l'ensemble des réseaux des laboratoires d'innovation qui se sont créés sur le territoire. Mais le vrai défi, c'est quand même sortir un peu, j'allais dire, des initiatives ponctuelles pour attaquer le cœur du fonctionnement et de la fabrique du service public. C'est-à-dire déconcentrer, alléger le poids normatif qui pèse sur les épaules des managers publics, leur redonner la capacité de porter des projets, d'entreprendre et d'entreprendre plus vite. Et je pense que c'est ça notre objectif. C'est le cœur du programme Action publique 2022. Thomas Cotinet, sur ces méthodes agiles, donc d'abord un mot peut-être sur Liberty Living Lab, comment vous travaillez,
Et à quel écosystème vous donnez la parole? Il y a des acteurs du public, des acteurs du privé, parce que ces méthodes agiles, justement, sont transverses, dépassent les silos? Oui, tout à fait. Au Liberté Living Lab, donc, nous structurons un écosystème de l'entrepreneuriat tech d'intérêt général. Donc, concrètement, toute une série de projets portés par des startups et orientés vers des défis de politique publique et d'innovation publique. Et donc, nous intervenons sur ce sujet des services publics agiles de deux façons. D'un côté, en accueillant, en accélérant des projets portés par des nouveaux entrants du service public, des acteurs citoyens, entreprises, ONG qui viennent proposer des solutions de service public qu'on accueille et qu'on accélère. Et de l'autre côté, en accueillant également des services publics en résidence et en les aidant à mener leurs projets avec une démarche entrepreneuriale, comme l'évoquait Thomas Cazenave, et aussi en jouant au maximum sur les interactions que ces acteurs publics vont avoir avec alors, des startups, mais également des chercheurs. Nous accueillons des chercheurs comme la chaire Innovation publique de l'École nationale d'administration et de l'ENSI, l'école de design, et des groupes. Donc voilà, startups, chercheurs, groupes et acteurs publics sont en relation pour innover en service public. Cette mise en relation, Jean-François Degnaud, c'est aussi l'esprit du Lab Santé d'Île-de-France. Vous donnez la parole aux uns et aux autres. C'est d'autant plus intéressant et peut-être complexe, vous allez nous le dire, que les acteurs de la santé publique sont nombreux, leurs intérêts parfois divergent. Oui, alors, au niveau du Lab Santé, on est finalement assez proche du Liberté Living Lab, c'est-à-dire qu'on part un petit peu dans la même idée qui est il faut absolument que les innovations aillent plus vite, arrivent à diffuser plus vite. Et pour ça, finalement, il faut être avec l'ensemble des acteurs. Il est intéressant de voir qu'on a été créé en fait, par l'Agence régionale de santé Île-de-France quand Claude Évin la dirigeait. De façon... Il y a 2 ans, c'est ça? Il y a 2 ans, exactement, oui. De façon à ce que finalement on augmente cette agilité auprès de l'ensemble des acteurs, car il y a toujours un fossé entre finalement les industriels et le monde de la santé. Et ce fossé, il faut absolument le combler. Et c'est un petit peu notre rôle, c'est-à-dire on va voir tout le monde, on est extrêmement mobile, on va voir les hôpitaux, on va voir les startups, on va voir les industriels, on fait une co-construction de projets avec eux, de façon à finalement à essayer que les innovations aillent plus vite, soient plus ciblées sur la santé, ne restent pas seulement dans le monde du bien-être, et puis surtout que les diffusions se fassent de façon plus importante. Roch-Olivier Mestre, je reprends votre rapport des débuts d'année sur ce volet-là, méthodes agiles. Vous observez la lenteur de la diffusion de ces nouvelles méthodes auprès des administrations de l'État. Il y a manifestement des freins. Comment vous les expliquez? Comment vous les levez? Comment on peut les lever? Écoutez, on a la chance d'avoir un État très structuré, qui a une longue histoire, servi par des agents très compétents, mais avec des organisations qui ont leur histoire, qui ont leur culture. On ne change pas une culture ça va prendre du temps. Très rapidement. Mais ça n'empêche que chacun voit bien le bénéfice, Thomas l'a bien dit tout à l'heure, le bénéfice que ces démarches permettent de remettre l'usager au centre du dispositif. Et je crois que si l'État lui-même n'est pas en mouvement, d'autres se mettront en mouvement à la place de l'État pour obtenir les mêmes résultats avec les partages de données, l'open data. Donc c'est un mouvement qui s'impose à lui et je crois qu'il est en s'accélérant. Donc je suis confiant. Peut-être justement en prolongement, Thomas Cazenave, sur ces freins, le fait que les administrations sont plus ouvertes que d'autres, comment on fait pour accélérer très concrètement? On a fait le pari de généraliser une méthode agile dans un territoire. Le Premier ministre, en fin d'année dernière, à l'occasion de son déplacement à Cahors, a rassemblé l'ensemble des managers, des agents, services de l'État, collectivités locales. Il était d'ailleurs accompagné du maire de la ville, du président du conseil général. Il leur a dit, au fond, c'est vous qui savez. C'est vous qui savez comment on doit adapter plus vite, comment on peut construire un service public qui réponde véritablement aux demandes des usagers, des citoyens, des entreprises. Et il leur a donné carte blanche. Et carte blanche, c'est quoi? C'est la capacité des équipes sur place à faire toutes les propositions de reconfiguration, réorganisation des services publics, oublier les barrières, les frontières administratives entre les différentes institutions, oublier les réglementations existantes. Et là, on est dans la phase où ils ont choisi les expérimentations qu'ils veulent mettre en place, qui sont des expérimentations assez fortes sur le service public. Une plateforme de mobilité, une MSAP itinérante, croisement des données entre les grands opérateurs du social pour éviter le parcours du combattant entre les usagers du service public. Donc on a tenté, avec cette opération carte blanche, finalement, de généraliser
une méthode agile, faite de grandes responsabilisations, parce que je pense que c'est ça le maître mot, c'est accepter ce principe de confiance et considérer que celles et ceux qui sont au plus près du service public connaissent les réponses à apporter. Et c'est à cette condition qu'on sera agile. Être agile, c'est juste répondre un peu en temps réel aux besoins qui sont formulés. Et donc vous n'y arriverez pas, nous n'y arriverons pas si on garde un modèle trop homogène, trop normatif et trop centralisé. Mais ce projet carte blanche met de côté pour un temps, c'est ça, les règlements. Ça veut dire qu'il faut faire fi, ça veut dire que tout ce qui est réglementaire est un frein. Ça veut dire que, comme les entreprises, vous savez que le Premier ministre a relancé une opération qui s'appelle France Expérimentation. Oui. France Expérimentation, c'est quoi? C'est vous êtes une entreprise, vous avez un projet et vous heurtez à une règle, qu'elle soit réglementaire, qu'elle soit normative. Et bien moi, je crois que les agents publics, managers publics, c'est exactement le même raisonnement. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez un projet, vous heurtez à un frein réglementaire, à une disposition, on doit pouvoir vous offrir la possibilité d'expérimenter, de déroger dans un cadre évalué. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais je pense qu'il faut vraiment attaquer le problème de cette manière-là. Thomas Cotinet, ces résistances réglementaires, si je puis dire, est-ce que c'est quelque chose qui vous revient au Liberté Living Lab, aux acteurs à qui vous donnez la parole? Oui, en effet. Donc l'ensemble des projets ont vocation à un moment donné soit à vendre aux acteurs publics, soit à faire évoluer la réglementation, parce que ces freins existent. Alors il y a deux types de leviers différents qu'on retrouve de façon récurrente. Le premier, c'est celui de la compétence, parce que pour aller sur tous ces sujets, il faut des compétences. Je vais prendre l'exemple de data scientist, de design, de développement, qui ne sont pas forcément encore courantes dans l'administration. Donc là, il y a des actions qui sont menées pour incorporer au moins temporairement ces compétences dans l'administration, et en particulier le programme Entrepreneurs d'intérêt général, là, qui est opéré par Etalab et dont nous contribuons à l'animation. Et l'autre sujet, c'est la recherche. C'est-à-dire qu'on a, dans les domaines des services, de l'industrie, historiquement, l'innovation qui se fait aussi en exploitant la connaissance. Or, une des particularités de l'administration française, en définitive, c'est d'assez peu exploiter les travaux de recherche qui sont faits sur ces sujets, les sujets de l'innovation publique, du management, de l'évaluation de l'impact des politiques publiques. Et donc, on retrouve ce frein-là aussi qu'on essaye de lever en travaillant donc avec des chercheurs sur ces différents sujets, en les ayant en résidence avec nous, et donc en facilitant aussi le transfert de la recherche dans le domaine de l'action publique. Voilà. C'est un des freins. On a souvent de côté des chercheurs et puis des décideurs publics. L'idée, c'est une passerelle. Vous associez, Jean-François Desnaux, aussi des chercheurs et vous leur demandez de travailler sur des choses très opérationnelles pour faire des ponts entre recherche et décision publique? Oui, alors on associe en fait tous les acteurs, les chercheurs, mais pas que. Il est vraiment très très important qu'on ait absolument tout le monde du monde de la santé, c'est-à-dire ça va des mutuelles à la caisse d'assurance maladie, en passant par la région, en passant par les startups, par les hôpitaux, par les chercheurs, par les académiques. Donc vous voyez, on essaye de mettre tout le monde ensemble, tout le monde est finalement adhérent au Lab Santé et on fait des petits meetings en disant, par exemple, on prend par exemple un groupe d'hospitalisation privée et on leur fait rencontrer des startups pour essayer de voir les problèmes qu'ils ont, pour voir s'ils peuvent les résoudre relativement rapidement. On fait aussi, comment dirais-je, un certain nombre de projets ensemble. Un exemple, il va aller voir un nouvel hôpital sur le plateau de Saclay. Eh bien, en fait, plutôt que faire un hôpital recroquevillé sur lui-même, on va faire un hôpital extrêmement ouvert sur l'ensemble des acteurs du plateau. On parlait des chercheurs, là, de toute façon, il y a tout ce qu'il faut sur le plateau avec les X centrales, etc. Et puis aussi beaucoup d'industriels. Donc, on essaye vraiment d'ouvrir l'hôpital avec tous ces industriels et faire un véritable projet innovation. Mais les frictions qui sont relevées par le rapport annuel de la Cour des comptes en début d'année, est-ce que vous les constatez ? Oui, il y a toujours un petit peu de friction, mais la meilleure manière pour lutter contre ces frictions, c'est les mettre autour d'un projet. Si on met les gens autour d'un projet, il y a beaucoup de choses qui disparaissent parce que les gens regardent un petit peu à 5 ans ce qui va se passer et évitent de regarder ce qui se passe pour le mois venant. Associer l'ensemble des parties. Rocco-Olivier Mestre, est-ce qu'on a des outils, est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité de toutes ces démarches, donc très positives, qui se développent depuis quelques années, mais est-ce qu'on a des outils pour en mesurer l'efficacité à ce stade, et donc pour les évaluer aussi? Oui, je pense que c'est probablement un peu tôt. Ça sera quand même un sujet important, parce que je disais que la Cour avait porté un regard positif sur ces initiatives. Globalement, mais il y a quand même de manière globale. Elle est prudente par nature, la Cour, mais elle a surtout en mémoire
les multiples contrôles qu'on a pu faire sur des déploiements de systèmes d'information dans l'appareil d'État qui ont constitué de vrais fiascos techniques parfois et financiers souvent. Donc cette question de l'évaluation sera bien évidemment centrale. C'est des méthodes qui sont prometteuses, mais encore faudra-t-il les évaluer en temps et heure. Thomas Cazenave, sur cette question de l'évaluation de ces méthodes, c'est un peu tôt, mais vous êtes aussi appuyé sur les fiascos qu'évoque Roch-Olivier Mestre, c'est son terme, mais on le sait, certains grands projets numériques n'ont pas fonctionné, et peut-être qu'il faut redimensionner ces projets numériques. Non, mais je pense qu'il y a un vrai sujet autour de la construction, la conduite des grands projets informatiques, et je pense que la prise de conscience, elle est, comme le soulignait Roch-Olivier Mestre, maintenant bien acquise. Je pense qu'on a compris qu'on ne pouvait plus conduire les grands projets informatiques. Mais moi, j'insiste sur un point. Je veux dire, les méthodes agiles, ce n'est pas un sujet de SI. Ce n'est pas un sujet de SI pour moi. Je voudrais évoquer une dimension qui n'a rien à voir avec les SI, qui est l'environnement de travail, les bureaux. Voilà pour moi un vrai levier de transformation interne aux administrations. On ne créera pas des méthodes agiles, plus de coopération, si on ne repense pas fondamentalement la manière dont même les agents publics, je pense aux grands ministères que je connais, organisent leur travail, comment on a structuré les espaces. Et je dois dire, pour avoir, dans le cadre des différentes missions qui sont les miennes, tantôt utilisé des salles et des méthodes de travail classiques, être allé au Bercy Lab ou Liberty Living Lab, à quel point c'est très structurant sur le fond, finalement, et le point d'aboutissement, le résultat qu'on a. Et je pense qu'on a un gros sujet devant nous de repenser nos modes de travail, l'organisation de travail, l'environnement de travail, pour être attractif. Je pense que les jeunes générations, si on veut avoir une fonction publique talentueuse, attractive, il faut repenser notre organisation de travail. Et aussi pour, encore une fois, être plus agile, c'est-à-dire délivrer plus vite des résultats. Moi, je partage tout à fait ce que vient de dire Thomas. Je vois dans l'appréhension de ces sujets numériques au sein de la Cour, nous aussi, on a notre organisation, elle est très structurée en chambre, vous le savez, mais pour appréhender au mieux cette question, on a mis en place une communauté numérique qui rassemble l'ensemble des acteurs de toutes les chambres, des chambres régionales des comptes, pour porter une réflexion plus globale et voir comment nous-mêmes, on va, dans la programmation de nos travaux, dans la conduite de nos travaux, progresser. Et cette communauté, elle est extrêmement fructueuse et très, très riche. Jean-François Degnaud, on ne se sert pas assez, finalement, c'est les tableaux de bord et un suivi. C'est-à-dire quand on évalue, finalement, au bout de 3 ans, on s'aperçoit que des erreurs ont été faites au bout de 6 mois, au bout d'1 an, et qu'en fait, après, on doit gérer ces erreurs et ça gêne considérablement. Moi, je pense qu'il est très important, quand on met en place un projet, de dresser un tableau de bord avec des indicateurs simples, parce que quand c'est compliqué, c'est pas fait, avec des indicateurs simples qui permettent de faire un suivi. Et après, on fait une évaluation globale. Mais je pense qu'il est important de faire un suivi, ce qui permet d'avoir une certaine agilité, c'est-à-dire, ben voilà, on a fait une erreur, et bien on la corrige tout de suite. Donc je crois que c'est un point très important dans l'évaluation. L'évaluation, c'est un processus continu, ce n'est pas un processus au bout de tant de temps, c'est vraiment un processus continu. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir, et ça augmente considérablement l'agilité. Thomas Cotinet, 2 choses, l'occupation de l'espace et puis sur cette évaluation en continu qui n'est pas encore vraiment développée dans le secteur public. Juste sur l'occupation de l'espace, est-ce que vous êtes, en prolongement de ce que disait Thomas Cazenave, vous êtes d'accord? Comment vous travaillez sur cet enjeu-là au Liberté Living? Oui, à 100%. Donc, il y a 6 mois, j'étais encore à la direction générale du Trésor, administrateur civil. Donc, je ne vous fais pas un dessin sur le choc culturel que ça a été dans le bon sens. Et je confirme ce qu'expliquait Thomas. Ces nouvelles conditions de travail, ça permet de faciliter la créativité, l'idéation, d'accélérer des rencontres. Enfin, c'est vraiment très favorable et ça vaut aussi pour le design des politiques publiques. S'agissant de l'évaluation, donc c'est au cœur de notre démarche. On a un vrai sujet. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce biais pendant très longtemps de raccourcir le sujet, de le réduire à la dimension système d'information. Est-ce que ces grands projets allaient réussir ou pas? Allaient-ils sortir de terre, oui ou non, avec ces centaines de millions d'euros qu'il y avait derrière? Mais il y a un deuxième sujet qui est derrière, c'est une fois que ces systèmes existent, quel impact ont-ils réellement auprès de la population, auprès des citoyens, des entreprises, des territoires, enfin auprès de tous ceux qui sont censés bénéficier de ces services publics ainsi modernisés. Donc là, constatant que ce type de référentiel pour l'impact réel n'existait pas, on a initié donc un programme de recherche avec l'École nationale du design, l'ANSSI, avec l'École nationale d'administration, et on se sert des projets concrets que nous avons avec nous en résidence, et avec bientôt d'ailleurs des projets sur le handicap que nous ferons avec le Lab Santé, pour nourrir cette réflexion et ce travail de recherche afin de construire un référentiel sur l'impact réel qu'ont ces projets, et en prenant en compte
dans cet impact aussi tous les effets négatifs. Parce qu'on critique souvent les entreprises sur les externalités négatives qui ont un peu été oubliées. Un méga barrage qui produit plein d'énergie renouvelable mais qui déplace 2 millions de populations. Mais nous avons le même sujet dans l'administration. Il faut aussi regarder et suivre de près, monitorer l'impact négatif dans certains projets. On continue. Donc Thomas Cazenave, ça veut dire on expérimente, on évalue l'impact de manière instantanée et on généralise ou on généralise pas. C'est un peu l'esprit de carte blanche dans le grand Cahors. C'est bien ça ? Exactement. Et le vrai sujet, pour moi, c'est les périmètres des expérimentations. Il faut qu'on sorte, des approches très ponctuelles. Parfois, il faut bien le dire, aux portes des ministères, un peu à la frange d'eux. Il faut rentrer au cœur de la fabrique du service public. Donc c'est pour ça que moi je crois qu'on a un sujet de promouvoir des grandes expérimentations qui osent cette prise de risque, où on peut revoir l'ensemble des règles applicables, promouvoir de la dérogation réglementaire à condition qu'on ait un dispositif évaluatif, responsabiliser, donner de la marge pour tester. Mais vraiment, notre vrai défi collectif, c'est de pouvoir faire la preuve que ce modèle-là est un modèle d'avenir qu'on peut généraliser dans le secteur public. Et pour ça, il faut sortir de quelques expérimentations réussies au profit d'expérimentations avec des périmètres beaucoup plus larges, d'administrations entières, d'opérateurs entiers qu'on convaincra de rentrer dans ce type de dispositif. Roch-Olivier Mess, comment on va les chercher alors, ces grandes administrations qu'évoque Thomas Cazenave, comment on va les challenger, comment on va les convaincre de jouer le jeu, si je puis dire ? Je crois quand même l'attente de l'usager est tellement forte et tellement pressante auprès de toutes les administrations. Une fois encore, moi j'ai un regard confiant au-delà des travaux que ma maison a pu produire. Je crois que cette pression de l'usager fait que les administrations elles-mêmes seront spontanément en mouvement et n'auront plus de choix. Jean-François Desnieux. Notre grosse problématique est on est toujours en train de créer des choses très intéressantes, mais qui sont finalement à une année-lumière des besoins réels du public et pour nous en santé des patients. Et on a beau dire on met toujours le patient au centre de notre problématique, c'est malheureusement souvent des mots et il n'est pas vraiment au centre parce que quand on veut le faire rentrer au départ finalement dans des projets, il y a toujours des réticences qui viennent de partout. Et finalement, oui, mais finalement, ils ne sont pas compétents, mais ils n'ont pas ceci, mais ils n'ont pas cela. Je pense que c'est vraiment un point très important. Et tout à l'heure, on parlait d'un projet commun avec le Living Lab sur le handicap et sur la mobilité. Et je pense que ça illustre parfaitement ce discours. C'est-à-dire qu'on prend des acteurs de terrain, on prend des patients qui ont des problèmes de mobilité et on leur demande quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent. Et à partir de cette cartographie de ce qu'ils veulent, eh bien, on essaye de trouver des projets intéressants. On sélectionne le projet le plus intéressant et on va le pousser jusqu'au bout de façon à ce que, au bout d'1 an, on aura un vrai projet avec une véritable chose qui va aider réellement les gens qui sont en situation de handicap. Sur lesquels, des projets réussis sur lesquels vous pourrez vous appuyer justement pour convaincre d'autres administrations, Thomas Cazenave. Je voulais juste réagir à l'instant sur la remarque. Il ne faut pas que ça soit une pétition de principe de mettre l'usager au centre, au cœur. Ouais. Donc il faut qu'on puisse s'engager. Et s'engager, c'est la transparence de nos résultats. Moi, c'est la raison pour laquelle on déploie l'engagement présidentiel de publication de l'ensemble des résultats des services publics, la généralisation des enquêtes de satisfaction, jusqu'à la maille la plus locale. Parce que c'est un sujet de transparence, parce que les citoyens veulent connaître les délais de jugement de leur tribunal d'instance, la qualité de service de leur caisse d'allocation familiale ou de leur agence de Pôle emploi. Mais surtout, pour nous, c'est une formidable corde de rappel. À défaut du marché, nous avons effectivement notre corde de rappel, c'est les citoyens, les usagers. Est-ce qu'on est toujours en mesure de leur apporter le meilleur service ? Et pour éviter qu'ils disparaissent dans la conduite des projets, le fait d'avoir pris cet engagement de transparence, de publier ces résultats systématiquement et d'accepter de prendre le risque de généraliser les enquêtes de satisfaction, c'est pour moi la meilleure manière d'être sûr que ça ne restera pas juste une pétition de principe. Mais ce n'est pas encore un esprit très développé dans le secteur public, Thomas Cotinet. Oui, je voulais faire un petit focus sur un aspect très proche et qui est hyper important et qui me rend assez optimiste quant à la capacité des administrations, des pouvoirs publics à contribuer à tout ça. C'est la dimension éthique et de transparence. Oui. Donc l'ensemble de ces projets de transformation font appel à des technologies, à intelligence artificielle, blockchain, big data,
qui pose des vrais sujets, notamment de respect de la vie privée, mais peut-être parfois aussi de surveillance de masse. Et là-dessus, le réflexe d'intérêt général qu'on cultive, qui constitue notre expertise dans les services publics, il trouve toute sa place. On est attendu par la population. Et là, les administrations, l'État, les collectivités, les hôpitaux ont aussi leur rôle à jouer dans la façon d'orienter l'ensemble de ces projets et peut-être de faire bénéficier dans le pilotage de ces projets de l'expertise qu'ils ont dans la prise en compte de cette dimension éthique. Malgré tout, donc, il y a le réflexe, il y a l'habitude professionnelle, mais ça reste aussi un challenge à relever, parce que pour y arriver, il faut donc incorporer toutes ces compétences, tous ces savoir-faire qui sont associés à cette technologie. Ce point éthique est très important, parce que quand on rentre dans l'innovation, on veut toujours aller très vite, et il ne faut pas non plus que l'accélérateur soit trop important et qu'il y a un certain nombre de murs, comment dirais-je, à ne pas franchir. Nous, on a un comité de réflexion éthique qui est dirigé par Didier Sicard, qui nous permet finalement de partir dans des directions qui soient des directions véritablement de santé publique. Pour nous, c'est très important, et pas simplement d'aide finalement aux entreprises, mais véritablement, on reste avec l'aide aux patients et non pas seulement une aide à l'industrie. Merci beaucoup. On arrive au terme de notre échange. Peut-être un rapide mot de conclusion chacun. Roch-Olivier Mestre, si on se retrouve l'année prochaine, on se dit que quand même cette affaire-là est plutôt bien engagée, si je puis dire. Je reste confiant à la fois à la lecture du rapport et de vos propos. C'est plutôt le sens du message qu'on exprime. Mais en tout cas, dans les travaux de la Cour sur les 3 années Vous êtes parfois beaucoup plus critique sur d'autres rapports. Exactement. On sera en tout cas très présent et très attentif à ces évolutions. Thomas Cazenave. Ce qui me rend confiant, je pense, c'est l'envie en interne de bouger, de faire différemment. Je prendrai juste un exemple. On a lancé un MOOC, comment faire son laboratoire d'innovation. On a 3000 personnes qui l'ont suivi sans renfort de communication. Donc je pense qu'il y a le corps social, les agents publics, les managers publics ont envie fondamentalement de bouger, de transformer leur mode de travail. Ils y sont prêts. Il faut juste qu'on leur crée le cadre et qu'on accepte qu'ils prennent aussi leurs risques. On accélère, il y a le cadre. Et puis vos structures, Thomas Cotinet, Liberté Living Lab, ça date de 2 ans. Le Lab Santé date de 2 ans aussi. Vous êtes des jeunes structures, donc voilà, on accélère. Ce sera votre mot de la fin peut-être. Oui, aussi. avec derrière ce concept d'innovation ouverte, cette porosité entre les sphères publiques et privées, entre la recherche et l'action. Et un autre ressort derrière qui me rend assez confiant, c'est les nouvelles générations qui arrivent et qui ont aussi bien des attentes à l'égard des services publics qui sont beaucoup plus exigeantes là-dessus que des savoir-faire aussi qui vont être très utiles. Merci beaucoup à tous les 4 pour cet échange. Merci de nous avoir suivis ici à la Cour des comptes et sur Acteurs Publics TV. A tout de suite, on poursuit nos échanges. Merci.